Bonjour à toutes et tous, merci de vous joindre à nous pour ce qui est déjà la 10e édition d'Euroquestions. Le sujet des valeurs démocratiques avait déjà été abordé ici le 18 novembre dernier à travers la question de la conditionnalité au respect de l'état de droit. Pour poursuivre sur la thématique du modèle démocratique européen, qu'il convient non seulement de défendre mais aussi de parfaire, nous sommes ravis d'accueillir Gaëtan Ricard-Nioul, chef d'unité adjointe Dialogue citoyen à la Commission européenne et membre du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors. S'appuyant sur son étude Représentation et participation, réinventer la démocratie européenne, réalisée pour l'Institut Jacques Delors, elle reviendra sur ses pistes de réflexion et d'action pour le développement d'une démocratie européenne plus participative et délibérative, notamment dans la perspective de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à l'aide de l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Gaëtan Ricard-Nioul se fera un plaisir d'y répondre dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Je précise que notre invité s'adresse ici de manière informelle et que les échanges se déroulent donc sous la règle de Chatham House. Sans plus attendre, je cède la parole à Gaëtan pour son intervention. Merci Mathieu et bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être dans l'Institut Jacques Delors, même si c'est de manière digitale, et puis d'échanger avec vous sur un sujet, ce sujet que je considère si important, de la question du développement de la démocratie participative et délibérative dans le monde et dans l'Europe plus spécifiquement. Et puis cette question essentielle justement de l'articulation entre représentation et participation, et en particulier à l'échelle européenne. Donc je vais essayer de faire une introduction relativement courte pour qu'on puisse avoir un échange, puisque comme le disait Mathieu, j'aimerais que ça reste assez informel, même si je vous avoue que parler de démocratie participative et être comme ça à vous parler sans vous voir et sans pouvoir vous faire participer est un petit peu frustrant, mais on va essayer de garder quand même un caractère informel à ces échanges. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un œil au papier que j'avais publié sur ce sujet pour l'Institut Jacques Delors. J'ai essayé un peu à travers le regard d'une praticienne, puisque j'ai eu l'occasion à la fois d'étudier ces sujets sur le plan théorique, mais surtout de les mettre en pratique. J'ai essayé de développer certaines réflexions et certaines pistes pour rendre la démocratie participative et délibérative à l'échelle européenne la plus opérationnelle possible. Alors j'imagine que si vous nous avez rejoints aujourd'hui, c'est que le sujet vous intéresse et que vous êtes convaincus, je l'espère, qu'il faut développer ce type d'outils participatifs et délibératifs aujourd'hui dans la démocratie européenne. Mais je crois qu'il faudrait quand même que je rappelle pourquoi moi je considère que c'est important et je me dois de le rappeler parce que malheureusement je constate dans mon travail au quotidien et dans les contacts que je peux avoir dans les séminaires encore beaucoup de questionnements sur ces enjeux et d'incompréhension aussi de ce que c'est et de ce qu'on cherche à faire. Moi, mon hypothèse de travail, mon parti pris sur ces sujets, c'est vraiment de dire j'ai vraiment un sentiment d'urgence. Voilà, un sentiment d'urgence, car je perçois beaucoup de signaux faibles dans nos démocraties représentatives actuelles. Et donc, vraiment, le parti pris, c'est de dire on n'est pas en train d'imaginer de remplacer la démocratie représentative, loin de là, bien au contraire. On cherche à assurer sa survie. Et je le dis de manière très claire parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit à l'écoute des signaux faibles de ces démocraties représentatives qui sont fatiguées et développer absolument cette démocratie participative et délibérative qui va venir en réalité l'enrichir et la renforcer. Ça, c'est vraiment le point de départ. Alors pourquoi cette urgence? Pourquoi? Pour moi, il y a essentiellement trois raisons majeures. La première, c'est probablement pour moi la plus prégnante, la plus importante, c'est qu'à côté de cette fatigue de la représentation, on voit se développer une montée en puissance des partis dits néo-populistes, pour dire au sens large, qui, eux, ont tendance à prôner le recours à une démocratie directe, à l'expression directe des citoyens, qui viendraient justement se mettre en opposition de cette élite représentative qu'ils critiquent et serait à l'origine de tous les maux. Donc,
pour éviter un peu cette dichotomie, ce côté très binaire entre représentation et démocratie directe, une sorte de bon sens populaire qui s'opposerait aux élites représentatives, il faut justement, avec de la créativité et de l'innovation, développer tout ce champ intermédiaire que j'estime être celui de la démocratie participative et délibérative, qui aujourd'hui est un champ qui connaît plein d'expérimentations, qui est relativement codé et donc sur lesquelles on peut facilement s'appuyer. Deuxième grande raison du pourquoi de plus de démocratie participative et délibérative, c'est tout simplement d'adapter la démocratie à l'ère contemporaine. Ici, bien sûr, donc, par la participation, on veut dire associer les citoyens aux décisions publiques, aussi en dehors des moments d'élection des représentants. C'est ça l'idée. Et on voit bien aujourd'hui que c'est indispensable dans un monde où les gens sont soumis à un flux d'informations constant, ou enfermés parfois dans leur bulle de réseaux sociaux, soumis à de la désinformation. On voit bien que ça ne correspond plus, cet acte citoyen, tous les 5 ans, tous les 4 ans, etc. Et la manière dont on est informé aujourd'hui et la manière dont on interagit. Donc, il faut vraiment transformer ces bulles, on va dire, aujourd'hui en lieu d'engagement citoyen plus régulier. La troisième raison, elle est complètement liée à mon autre cause, l'autre cause pour laquelle je m'engage, qui est celle de la construction européenne et qui évidemment est en lien direct avec ce que fait l'Institut Jacques Delors au quotidien, c'est qu'on voit bien qu'il faut aussi renforcer les espaces démocratiques transnationaux. Et en fait, ce renforcement, en réalité, et c'est ça tout l'enjeu et je dirais le défi qui est passionnant, c'est que dans ces espaces, il faut à la fois renforcer la représentation et la participation en même temps, puisqu'on sait que la démocratie représentative, il faut continuer aussi à la construire dans ces espaces. Et pour ça, j'estime que l'Union européenne, aujourd'hui, qui est une démocratie, la démocratie transnationale la plus avancée dans le monde, aujourd'hui, elle est devenue un laboratoire extraordinaire, justement, pour penser la représentation et la participation en même temps. Et pour combiner justement cette participation à l'échelle à la fois nationale, locale et transnationale, en montrant comment tout cela peut s'articuler de manière harmonieuse. Donc voilà pour, je dirais, le pourquoi on en a besoin. Il y a certainement des tas d'autres raisons, mais celles-là me paraissent les plus flagrantes. Ensuite, j'ai essayé dans ce papier de revenir un peu justement sur toutes les expérimentations. Je disais précédemment que ce monde de la démocratie participative et délibérative, aujourd'hui, elle est expérimentée. Il y a des techniques qui s'appliquent surtout au niveau local depuis très très longtemps. Ça commence à se développer à l'échelle nationale. On l'a vu avec l'Assemblée irlandaise, l'Assemblée citoyenne irlandaise, la Convention citoyenne sur le climat en France, le grand débat à Berlin. Pour le moment, le Parlement aussi a convoqué une assemblée citoyenne. Donc on voit que ça bouge, il se passe plein de choses. Je ne vais pas passer en revue ce que j'exprime justement sur ces expérimentations dans le papier. Je vous renvoie si cela vous intéresse. Mais en tout cas, le parti pris, le deuxième de ce papier, c'est de dire ne réinventons pas la roue non plus. Il y a eu des tas d'expérimentations, on doit s'en inspirer et on doit essayer d'avancer par rapport à ça, essayer d'améliorer l'existant. Enfin, le troisième axe que je développe dans ce papier, c'est vraiment de dire, certes, il y a des expérimentations, mais c'est un champ qui est encore en construction. Voilà. Et notamment, s'il est bien balisé au niveau local, au niveau national et encore plus au niveau transnational, c'est un domaine qui est en développement. Et donc, il faut aussi avoir une certaine humilité par rapport à ça. Aujourd'hui, les experts vont avoir leur théorie sur ce qui convient le mieux, ce qui convient moins, etc. Mais en réalité, on continue d'apprendre en marchant. Et donc, ce qui est essentiel, me semble-t-il, quand on se lance dans une aventure, dans une démarche de démocratie participative et délibérative, c'est de se poser les bonnes questions au départ. Voilà. Et ça, c'est les questions que j'énumère dans cet article et que je vais revoir avec vous brièvement, c'est
c'est absolument essentiel pour se lancer dans une démarche et c'est particulièrement pertinent aujourd'hui, notamment pour la conférence sur l'avenir de l'Europe, dont je ne parlerai pas ici en détail, mais en tout cas, les questions que je vais énumérer là sont valables pour la conférence et je serais évidemment ravie dans le jeu des questions de peut-être appliquer un peu plus précisément ces principes à la conférence. Donc, en bref, parce que je vois que le temps passe déjà, se poser les bonnes questions, pour moi, il y en a 3 essentielles à se poser avant de se lancer dans ce genre d'exercice. La première, c'est évidemment quel est l'objectif. Et ça, c'est extrêmement important pour les citoyens. Il faut de la clarté sur ce qu'ils peuvent attendre de ce type de démarche. Et c'est en particulier pertinent à l'échelle européenne parce qu'on a souvent tendance à un peu mélanger la communication politique avec l'information citoyenne parce que c'est une institution qui justifie beaucoup ses actions, son existence, et donc il faut absolument bien distinguer le champ de la communication politique et le champ de l'information citoyenne. Mais il y a un point essentiel vraiment dans cet objectif, c'est de bien penser, et parce que c'est très souvent l'angle mort de ce type de démarche, le moment où va s'articuler la participation avec la représentation, justement. Et ce qui arrive souvent, c'est que les politiques se lancent dans une démarche comme celle-là et sans se dire à la fin ce qui va se passer, ou sans essayer d'expliquer. Alors évidemment, le but, c'est pas de dire ce qu'il va ressortir de l'exercice, puisque le but, c'est de prendre l'expression citoyenne et de l'écouter. Mais par contre, il faut être très clair sur qui va répondre et comment on va répondre. Et ça, je crois que si on regarde maintenant à peu près toutes les expériences d'assemblées citoyennes qu'on a vues se développer récemment, on voit bien qu'à la fin, il y a ce décalage entre les attentes et la réponse. À l'échelle de l'Union européenne, c'est d'autant plus important que la manière dont les institutions décident est plus floue. Donc, qui décide, il faut être encore plus clair. Et je pense que dans le cas, par exemple, sur la conférence de l'avenir de l'Europe, c'est important que les 3 institutions qui portent la conférence, donc Commission, Parlement européen et Conseil, soient toutes les 3 impliquées dans la réponse, ce serait logique. Et comment on répond aussi, c'est-à-dire, est-ce que ça va être par la voie juste programmatique, législative. Dans le cas de l'Assemblée irlandaise, ça aboutit à un référendum. Voilà, donc il faut au moins que les citoyens qui s'engagent sachent clairement comment ça va se terminer, quelle va être la zone d'atterrissage. Deux autres questions très importantes. Le qui participe, c'est fondamental. Si on met en place des exercices fantastiques et des usines à gaz participatives très belles, mais que personne ne les utilise, ça ne sert à rien. Et on sait qu'il y a une démarche spécifique à faire pour toucher des publics qui n'ont pas facilement accès aux affaires publiques et encore moins aux affaires européennes, puisqu'on sait que là, le biais élitiste est encore plus prononcé sur la participation démocratique. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je voudrais vraiment prôner justement le recours aux assemblées citoyennes tirées au sort, parce que l'expérience a vraiment démontré, et donc elles sont tirées au sort, mais comme vous le savez, on crée un panel représentatif de la diversité sociologique. Elles ont démontré que le public qui participe à ce type d'événement est très différent de celui que l'on côtoie normalement lorsque la participation est sur une base volontaire. On a du recul suffisant maintenant pour savoir que c'est le cas. Et donc, c'est une formule qui est intéressante et qui doit se développer. Avec quelques points importants évidemment là-dessus, c'est si on le développe à l'échelle européenne, vous imaginez bien qu'il y a un défi de multilingue et transnational très important. Et puis aussi, il y a un point qui est peu souvent, qui est pas assez suffisamment abouti aussi, c'est comment on articule ces assemblées citoyennes avec l'apport de la société civile organisée. Et ça, je pense qu'il y a une matière à réflexion là-dessus qu'il faut poursuivre. Ce qui se passe en France, par exemple, avec le comité économique et social et environnemental qui représente la société civile organisée et lui-même est l'hôte d'assemblées citoyennes tirées au sort, par exemple, est intéressant. Et enfin, troisième question, et je m'arrêterai là-dessus, c'est quelle méthodologie on utilise. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que j'utilise toujours le terme de démocratie participative avec celui de démocratie délibérative, parce qu'ils sont
étroitement liées. Aujourd'hui, ces assemblées citoyennes, si on ne développe pas pour leur fonctionnement une méthodologie délibérative très claire, très bien pensée avec des experts, il est évident qu'on n'arrivera pas à faire ressortir de ces moments une vraie intelligence citoyenne collective. Et tous ceux qui ont qui ont eu l'occasion d'observer ce genre d'assemblée, lorsque c'est bien mené, sont en général assez bluffés par ce qu'on parvient à faire ressortir de ces délibérations citoyennes, alors qu'au départ, la plupart sont néophytes sur le sujet. Et enfin, en termes de méthodologie, c'est important aussi d'avoir des garants extérieurs à l'exercice participatif. Il est évident que puisque c'est le politique qui souhaite consulter le citoyen, c'est lui qui porte, bien sûr, et c'est lui qui devra répondre. Donc, il n'est pas question qu'il s'en désintéresse, mais il faut quand même qu'il y ait un regard extérieur et des garants indépendants qui vont pouvoir s'assurer de la prise en compte des standards élevés pour tenir ce genre d'assemblée citoyenne. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Merci beaucoup. On a déjà reçu des questions de nos auditeurs. Donc, je vais directement commencer avec deux questions. Une à voir en fait sur le début de ton intervention. Je suis frappé que vous mettiez à l'égalité urgence démocratique et urgence climatique. Ce sentiment est-il partagé? Et la seconde question, en France, dès que l'on lance des débats sur l'avenir de l'Europe, on nous renvoie à 2005. Comment dépasser ce problème? Alors oui, alors l'urgence démocratique, l'urgence climatique, c'est évidemment aussi un effet de langage pour frapper les esprits, mais en partie, oui, moi j'en suis convaincue parce que autant pour le climat, il y a maintenant une meilleure conscientisation des risques, autant j'ai le sentiment que sur la partie démocratique, on ne les a pas assez intégrés et qu'il y a une sorte de... À chaque fois qu'on arrive un peu à minimiser les poussées populistes, notamment aux dernières élections, on voit bien qu'il y a une sorte de ouf de soulagement et que les problèmes qui amènent la montée de ces extrêmes ne sont plus convenablement adressés, quoi, ne sont plus suffisamment pris en compte. Et donc, on repart un peu dans une courbe descendante. Et puis voilà. Et donc, moi, je voulais un peu frapper les esprits pour dire qu'il y a urgence à agir clairement sur ces enjeux-là. Renvoyé à 2005, oui, 2005 est intéressant parce qu'en réalité, un peu comme le référendum britannique, on a demandé aux gens de discuter, enfin de prendre position sur un sujet extrêmement complexe à travers un outil extrêmement simple et binaire. Et moi, c'est évidemment ce que j'aime dans la démocratie participative, c'est que l'outil délibératif est beaucoup plus intéressant pour faire participer les citoyens. Je donne souvent l'exemple du référendum britannique et du référendum justement irlandais sur l'avortement. En Irlande, il y a eu justement une assemblée citoyenne qui a permis de préparer le terrain et le référendum s'est passé de manière beaucoup plus paisible et intéressante que le référendum britannique qui, sur un sujet aussi fondamental que la sortie de l'Union européenne, a été finalement très peu soutenu par des vrais outils de débat. Merci. Alors, la question suivante à avoir justement avec les outils de la démocratie participative et délibérative. La digitalisation est-elle selon vous un frein ou un avantage au développement de cette démocratie participative et délibérative? N'exclut-elle pas une partie de la population? Et peut-être je peux rajouter, ne pose-t-elle pas des problèmes de sécurité et des problèmes de responsabilité aussi des propos tenus sur les plateformes en ligne? Oui, alors c'est effectivement un vrai enjeu. Moi, j'ai été pendant longtemps plutôt rétive à employer trop le digital et notamment pour cet effet d'exclusion que ça peut avoir par rapport à une population où justement on essaye particulièrement d'intégrer dans ce type de dispositif. Après, aujourd'hui, on est tous confrontés au fait que si on n'emploie pas le digital, il ne se passe rien du tout. Voilà. Donc, il faut
s'ouvrir à ça, et c'est pour ça qu'on essaye, notamment pour la conférence sur l'avenir de l'Europe, d'utiliser des outils digitaux qui permettent la délibération. Parce que, évidemment, dans les outils digitaux, il y a toutes sortes qui existent. Et notamment, pour la plateforme de la conférence, on a travaillé à intégrer dans le système Europa un outil de Civic Tech, hein, donc de ces outils digitaux qui permettent la participation et la délibération citoyenne en ligne, et qui plus est multilingue. Donc on est en train de créer un espace digital pour la conférence très innovant, et j'espère qu'au plus vite on pourra le partager. Euh, et là, il y a énormément de potentiel. Mais par exemple, pour les assemblées citoyennes, moi, je ne serais absolument pas partisane qu'elles se fassent uniquement de manière digitale. Il est possible que la partie digitale soit plus importante du fait de la période, mais sans je dirais, échange physique, c'est difficile effectivement de tirer vraiment le bénéfice de ce type d'outil. Merci. Alors, on a reçu pas mal de questions sans surprise sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, donc je vais quand même en poser quelques-unes. Une première question, qu'attendre de la conférence sur l'avenir de l'Europe si l'on considère une non-modification des traités, si les traités ne seraient pas modifiés? On a une autre question aussi qui nous demande je vais peut-être te laisser répondre à cette question-là d'abord, donc sur la question de qu'attendre de cette conférence sur l'avenir de l'Europe si elle ne vise pas à modifier les traités. Alors, je crois qu'il a été quand même assez clair depuis le début de dire la conférence, c'est pas une convention. Voilà, ça c'est la première chose, donc c'est quelque chose d'autre. Et je crois qu'effectivement, la question des traités a été un des sujets compliqués entre les institutions, et qu'il me semble que l'idée était de dire que ce n'est ni un objectif ni un tabou. Voilà. Et qu'à partir du moment où on ouvre une discussion citoyenne, la démarrer en la verrouillant de partout avec des contraintes n'a pas de sens de toute façon. Donc, par définition, ça doit être d'abord une expression libre. Après, le politique, lui, à un moment donné, celui qui a commandé, on va dire, la participation, la démarche participative, à un moment donné, il doit prendre ses responsabilités et y répondre. Donc voilà, s'il y a des demandes de changement de traité dans ce que les citoyens demanderont, bah, ils devront se saisir de cette question à ce moment-là. Mais essayons pour ça de sortir un peu d'une bulle parfois qu'on peut avoir des affaires européennes. Ce que les gens vont demander, c'est des changements de choses qui affectent leur quotidien, ce sont plutôt des politiques, ce sont plutôt des mesures. Donc d'abord les objectifs et après les instruments. Le traité, il y a quand même à l'intérieur des traités actuels, on peut faire énormément de choses. Donc ne soyons pas non plus focalisés sur c'est intéressant uniquement si on ouvre la possibilité de révision des traités, parce que pour moi le champ des possibles est immense même à l'intérieur des traités actuels. Merci. Alors, on a pas mal de questions aussi sur l'initiative citoyenne européenne, qui a été quand même une des initiatives européennes pour la démocratie participative majeure du traité de Lisbonne. Qu'en est-il de cette initiative? Le peu d'initiatives ayant été récoltées, ayant récolté suffisamment de signatures au niveau européen, n'ont eu que peu d'effet sur le processus politique. Et une deuxième personne nous demande, est-ce que les personnes impliquées sur des initiatives de consultation, des initiatives citoyennes, auraient un rôle privilégié dans la conférence sur l'avenir de l'Europe? Non, ça a un rôle privilégié, non, parce que tout le monde va démarrer cette conférence avec un niveau d'égalité. Hein. Il n'y a personne qui est privilégié dans cette conférence, mais évidemment, ils sont les bienvenus parce qu'ils se sont déjà engagés, et c'est une autre manière, je dirais, que l'initiative citoyenne de faire avancer leurs idées. Donc, l'initiative citoyenne, c'est un outil extrêmement, extrêmement intéressant. Effectivement, je pense que c'est en cours de réforme, et donc je pense qu'il y a énormément on va dire, de faiblesses du dispositif qui sont aujourd'hui en train d'être modifiées. Et donc je pense que la version 2.0 de l'initiative citoyenne sera quand même meilleure. Après, moi, je trouve que ce qui serait intéressant, justement, c'est d'associer aux initiatives citoyennes des exercices participatifs et délibératifs, parce que finalement, l'initiative citoyenne, elle se fait aussi un peu à l'intérieur de la bulle de ceux qui proposent, et qui sont quand même, a priori, des organismes qui sont déjà un peu dans le système, on va dire,
et qui organisent, parce que ça demande une capacité d'organisation assez énorme. Donc voilà, je me demande si on ne pourrait pas associer un peu aussi une démarche d'initiative avec une association plus large d'une population autour de cette idée, justement. À voir pour l'avenir. Peut-être qu'après la conférence, on va tirer toute une série de best practices, de bonnes pratiques qui peuvent être utilisées ailleurs. D'accord. Une auditrice nous demande, pourrez-vous faire un point sur l'état de préparation de la conférence sur l'avenir de l'Europe? Calendrier, articulation avec la représentation. Quelle ambition des institutions européennes pour cet exercice potentiellement porteur de grandes réformes et d'approfondissement de la démocratie européenne? C'est une question très, très large, mais peut-être faire un point sur l'état de cette conférence actuellement. Oui, donc c'est un projet qui est dans les tuyaux depuis un certain temps et qui aurait dû, comme vous le savez, démarrer le 9 mai 2020. Mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Donc, c'est un projet qui est porté par les trois institutions, donc Commission, Parlement européen et Conseil, ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que souvent les consultations citoyennes se font une seule institution vers les citoyens et parfois ça crée de la confusion chez le citoyen. Donc ça veut dire qu'il fallait adopter une déclaration conjointe. Donc aujourd'hui, on a en fait trois positions sur la conférence. Il faut une déclaration conjointe qui est en cours de négociation et sur le point, je pense, d'être adoptée parce qu'on a beaucoup avancé, comme vous le savez, dans les dernières semaines. Donc voilà, on attend ça pour être beaucoup plus clair on établit ensuite la gouvernance. Une fois que la gouvernance est mise en place, là, ça va être beaucoup plus clair et ça va être un moment de communication aussi vers le grand public. Évidemment, depuis plusieurs mois, on travaille, on prépare, mais je ne peux pas vous donner les détails sans que tout ça soit validé évidemment finalement par le board de cette conférence qui sera en place. Ce que je peux dire, c'est que on sait quand même déjà qu'il les gros blocs, j'ai parlé tout à l'heure de la plateforme digitale, il y a une volonté, je pense, d'avoir des panels citoyens à l'échelle européenne, comme je disais, des assemblées citoyennes tirées au sort et représentatives de la diversité. Mais il y a aussi une vraie volonté de laisser toute une partie de participation au niveau local, régional, national, de manière assez spontanée et bottom-up, comme je le disais, avec un système qui pourrait ressembler un peu, pour ceux qui l'ont fait, les consultations citoyennes sur l'Europe en France, où c'était des partis tiers qui portaient eux-mêmes des événements qui étaient labellisés consultation. Ici, il y aura sûrement un volet qui sera comme ça aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde. Voilà, c'est quelque chose qui se voudra extrêmement inclusif et avec plusieurs volets de participation possibles. Merci. Donc, une autre question, comment ensuite informer, donc sur la conférence sur l'avenir de l'Europe également, comment ensuite informer les citoyens sur le résultat de ces assemblées? Qui va communiquer sur les résultats et quelles en seront les conséquences? Là-dessus, moi, je ne peux pas vous répondre précisément parce que justement, c'est la gouvernance de la conférence et l'executive board qui sera nommé qui devra décider de comment justement cette réponse sera formulée, par qui et par quelle méthode. Voilà, simplement, je pense qu'on peut souligner le fait que dans toutes les positions officielles des trois institutions qui sont aujourd'hui publiques, moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est cet engagement à un follow-up. Voilà, là, on parle même pas à certains endroits de follow-up législatif, voilà, ce qui, honnêtement, dans les exercices qui ont précédé, que ce soit les dialogues citoyens, les consultations citoyennes, même si les consultations citoyennes parlaient d'un rapport au Conseil européen et allaient un peu plus loin, globalement quand même, on ne sentait pas vraiment le même engagement sur la volonté de feedback, de follow-up, et la vice-présidence Suissa, qui est à la commission en charge de la conférence sur l'avenir de l'Europe, le dit très très souvent. Et donc voilà, moi je constate une réalisation de l'importance de ce feedback et de ce follow-up beaucoup plus importante au niveau politique que ce qu'elle n'était précédemment. Merci. Peut-être deux dernières questions. Vous avez dit que les collectivités locales sont déjà rodées sur les outils de démocratie participative et délibérative. L'Union européenne ne pourrait-elle pas s'appuyer sur ces outils pour aborder les problématiques européennes et porter cet exercice de consultation lors de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne?
Si, bien sûr. Là, c'est vraiment l'idée que toutes les forces en présence qui veulent justement mettre en avant ce type d'outils participatifs sont les bienvenues et toutes les expériences qu'on fait à l'échelle nationale ou européenne s'inspirent bien sûr des expérimentations locales puisque effectivement la démocratie participative est née localement. Ce dont je vous parlais par exemple pour l'outil de Civic Tech qui intégrait à notre environnement Europa est un outil en fait qui a été développé par la municipalité de Barcelone par exemple au départ. Donc vous voyez, il y a vraiment un lien très fort qui est fait et les panels tirés au sort existent depuis très longtemps aussi à l'échelle locale, que ce soit pour accompagner le travail de municipalités, etc. Mais à chaque fois, on a ce défi quand même supplémentaire qui est loin d'être anodin à l'échelle européenne, qui est d'y intégrer du multilinguisme, du transnational, du multiculturel, et qui est un enjeu démocratique fondamental, passionnant, mais un vrai défi. Et donc, peut-être, on a reçu une question très pratique, donc je vais quand même la poser, elle est très rapide. Pouvez-vous nous rappeler quelle est la commission au Parlement européen qui s'occupe de la préparation de la conférence sur l'avenir de l'Europe? Et peut-être une question de ma part, donc on a parlé beaucoup de donc, démocratie, d'initiatives locales, d'initiatives dans les États membres. Est-ce que dans les institutions européennes et notamment à la Commission européenne, quel est l'effort déployé pour le suivi en fait, de ces initiatives, pour aider en fait, au partage des bonnes pratiques? La première question, c'était quoi? Ah oui, la commission au Parlement. Alors, il y a une implication de la commission AFCO sur ces questions, mais en réalité, il y a un groupe de travail qui s'était créé, qui était plutôt au niveau politique, avec des représentants de tous les partis. Donc, il n'y a pas nécessairement une logique de commission pour la conférence, parce que c'est un projet d'envergure politique assez important, mais s'il y en a une qui est plus impliquée, c'est plutôt AFCO. Et pardon, donc c'est oui, que fait la commission justement pour mettre en relation Voilà, je crois que l'idée justement de la plateforme digital, c'était que ce soit à la fois un outil participatif, un outil interactif pour les citoyens, mais aussi le hub de la conférence, c'est-à-dire de dire le lieu où à la fois toutes les informations seront et où toutes les données seront collectées, parce que ça c'est très important aussi, on n'en a pas parlé, mais imaginez que ce type d'exercice créer un énorme un nombre de contributions qu'on espère gigantesques. Hein, si vous imaginez que le grand débat en France, par exemple, c'était 2 millions de contributions sur la plateforme, si on voit ça à l'échelle européenne, ça peut devenir énorme. Ça veut dire qu'il faut une capacité d'analyse, évidemment, qui soit très rigoureuse et transparente. Donc, c'était l'idée aussi avec ce hub d'avoir un lieu où tout serait collecté et analysé et de manière transparente avec des feedbacks réguliers. Mais ça veut dire aussi très concrètement, cette plateforme, que on va pouvoir enregistrer par exemple ces événements et vous pourrez avoir un événement local comme un événement européen en fait. Voilà, ça a la même valeur et ça c'est une connexion qui est intéressante parce que plutôt que de dire que la démocratie européenne est la somme des démocraties locales ou nationales, c'est de dire non, c'est les deux en même temps. Voilà. C'est-à-dire que si on veut créer une démocratie européenne digne de ce nom, il faut en même temps qu'on fasse de l'européanisation du niveau local et le renforcement de la démocratie à l'échelle pan-européenne. Et je crois que c'est seulement si on fait les deux en même temps qu'on arrivera à créer une démocratie européenne vivante. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux me permettre de te poser une dernière question avant de clore le webinaire, parce que c'est une thématique assez chère à l'Institut Jacques Delors. Comment faire participer les jeunes à toutes ces initiatives participatives autour de l'Union européenne et de l'avenir de l'Europe? Je crois que la présidente de la commission, von der Leyen, l'avait dit assez clairement dans son programme de dire que les jeunes auraient une place spécifique dans la conférence. Donc ça veut dire qu'il y aura un effort particulier pour impliquer les jeunes. Donc ça veut dire notamment s'appuyer sur des organisations de jeunesse, aller les chercher plus particulièrement et leur donner une place particulière. C'est pas encore exactement sûr et défini de à quoi elle va ressembler, mais en tout cas, il y a une ligne claire là-dessus qui est qu'il faut qu'ils aient une place. On parle de l'avenir de l'Europe, donc bien évidemment, la jeunesse a un mot particulier à dire là-dessus. Merci beaucoup.
Alors, avant de clore ce webinaire, on a déjà un petit peu dépassé notre temps de 5 minutes et je vous en remercie, Gaëtan. Donc, je vous rappelle la publication Représentation et participation, réinventer la démocratie européenne. On vous l'enverra dans la foulée de ce webinaire. Et l'enregistrement vous sera également envoyé par mail. Il sera disponible sur notre site et sur YouTube. Les informations d'inscription pour le prochain Euroquestion qui aura lieu le 24 février seront bientôt disponibles. Et nous accueillerons Isabelle Marché, qui est chercheure associée à l'Institut Jacques Delors sur les thématiques de santé. Elle interviendra de 14h30 à 15h. On vous souhaite une très belle après-midi. On vous remercie encore pour votre participation et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.